Pour cette paix qui est un droit pour tous, beaucoup de migrants et réfugiés sont disposés à risquer leur vie dans un voyage qui la plupart du temps est long et dangereux. Ils sont prêts à supporter la fatigue et la souffrance. S'il vous plaît, n'éteignons pas l'espérance dans leur cœur. Je voudrais non pas me faire l'avocat du diable, mais je voudrais partir d'une autre position, de ma singularité. Qu'est-ce que je suis, moi? Je suis un Français de souche. Quelle horreur. Catholique, quelle horreur. Hétérosexuel, quelle horreur. J'ai tout contre moi. Vous ne réagissez pas pour le moment? J'ai envie de dire tout pour vous. Je voudrais dire, par exemple, que je suis hanté par la question de l'identité. Non seulement mon identité, mais aussi l'identité nationale. Quelle horreur, bien sûr, aussi. Je voudrais dire que, par exemple, je prends quotidiennement le RER, que pour moi, la station Châtelet-Léal à 6 heures du soir, c'est le cauchemar absolu, surtout quand je suis le seul blanc. Donc, est-ce que j'ai le droit de dire ça ou pas? Est-ce que c'est faire le jeu du Front National de M. Guéant, de je ne sais qui? Non, il y a une douleur pour moi à me poser la question de savoir dans quel pays je suis, ethniquement, racialement, religieusement, etc. Je vous le dis encore une fois, je ne vote pas, je n'ai jamais voté. Mais j'ai envie de me poser cette question et de la poser ouvertement. Pour l'avoir posée dans plusieurs fois dans certains de mes livres, je me suis fait traiter de nazi, de fasciste, etc. Je partage ça au moins avec M. Guéant. Vous voyez? Donc voilà, simplement, j'ai une douleur, je ne me reconnais plus, je ne supporte pas les mosquées en France, je le dis, je ne peux pas voir ça en peinture, je ne peux pas supporter les mosquées en Hollande, la mosquée de Rotterdam est une chose absolument épouvantable, c'est la plus grande mosquée d'Europe. Il se trouve, madame, que j'ai été élevé au Liban. J'ai grandi au Liban, j'ai fait la guerre au Liban, aux côtés des chrétiens. Voilà, donc il y a un ensemble de choses qui font que je me pose la question de savoir où je suis. Alors commençons aujourd'hui avec la réfutation des absurdités de François au sujet des migrants. Vous savez, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous le savez, les médias du système nous répètent fidèlement, sans se lasser, continuellement, que les migrants ont besoin de nous. Que nous aurions un devoir en humanité à les accueillir tous massivement. Il faut le faire, c'est les gauchistes qui le disent, donc s'ils le disent, c'est que c'est vrai. Cette propagande, pourtant, ne supporte pas beaucoup la réflexion, mais elle fonctionne. Elle fonctionne quand même, grâce à la puissance de l'État, grâce aux mensonges médiatiques des journalistes, grâce aux émotions des images et à la violence doctrinale, bien sûr, de l'Empire qui nous dirige. Et cette machine à broyer de propagande se relance à la moindre occasion, car il s'agit de faire rentrer dans nos cervelles rebelles ces contre-vérités qui sont contredites par les faits chaque jour. Alors, il faut par exemple nous montrer un enfant migrant noyé sur la plage, ça fait pleurer. Il faut aussi qu'on nous montre un migrant qui apprend le français, et il s'intègre, c'est bien. Ou un migrant qui va passer Noël, comme c'est touchant, avec sa militante pro-immigration. Bon. Par contre, remarquez-le, les médias passent assez vite sur les enfants palestiniens qui sont tués, ou ils passent assez vite, ou même ils n'en parlent jamais, de ces femmes qui passent pas Noël avec leurs migrants, mais qui sont violées par des migrants. Mais il n'y a pas que les journalistes qui font le sale boulot, qui nous font la morale. Il y a aussi François, qui revient régulièrement sur ce sujet des migrants. Quand il ne parle pas écologie, quand il ne dit pas son amitié pour les sodomites et son respect pour eux, lorsqu'il ne dit pas sa sympathie pour les musulmans ou pour l'hérésiarque Luther, il parle en faveur des migrants. Et selon lui, ce n'est pas rien, recevoir les migrants, c'est un commandement de Dieu, s'il vous plaît. Ou alors, il nous dit aussi que tout immigré qui frappe à notre porte, tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus-Christ. Oh, c'est beau, c'est mystique. Ou encore, il n'hésite pas à comparer la bienheureuse Vierge Marie et Saint Joseph à des migrants à qui Dieu aurait donné le premier des papiers d'identité. Bon, arrêtons là les bêtises. Il ne faut pas s'étonner que François dise n'importe quoi. C'est son job. Saint Jean, dans l'Apocalypse, nous avait prévenu de ce moment dramatique que nous vivons, qui est l'apostasie romaine à la fin des temps. C'est pas marrant, mais ça a été prévenu. On a été prévenu par l'apôtre. Et pour reprendre les termes même de l'apôtre Saint Jean dans l'Apocalypse, François n'a que l'apparence de l'agneau,
de la puissance de l'agneau, donc du vicaire du Christ sur terre. Pourquoi? Parce qu'il parle réellement comme le démon. C'est un usurpateur. Donc François est tout simplement un hérétique qui a quitté l'Église et qui trompe l'Église. Et comme l'enseignait l'abbé Vacandard dans le fameux dictionnaire de théologie catholique, dans un article qui date de 1910, à propos de la déposition des clercs, paragraphe 6, vous pouvez vous y référer, il écrivait ceci. Le souverain pontife est au-dessus de toute juridiction terrestre. Toutefois, à cette règle, on admet communément deux exceptions. Un pape qui tomberait, donc c'est le schisme et l'hérésie, un pape qui tomberait dans l'hérésie et qui s'y obstinerait cesserait du même coup d'être membre de l'Église et par conséquent d'être pape. Il se déposerait lui-même. En fait, les papes schismatiques ont été simplement traités comme usurpateurs et dépossédés d'un siège qu'ils ne possédaient pas légitimement. En réalité, personne ne saurait déposer un pape hérétique ou schismatique puisque le premier a cessé d'être pape et que le second ne l'a jamais été. Mais comme cela n'apparaît pas évidemment aux yeux du grand nombre, eh bien, il est bon de montrer aujourd'hui l'imposture et l'immoralité du discours de François en faveur des migrants. Et par là, de faire quelques considérations morales sur ce phénomène, afin de comprendre où est notre devoir, et sans se laisser émouvoir par des images ou par des faux principes. Donc, en vue de la journée mondiale des migrants, c'est bien onusien et maçonnique, c'est mondialiste, ces journées mondiales. Donc en vue de cette journée mondiale du 14 janvier 2018, eh bien, François avait diffusé un texte où il intitulé « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants ». Et il disait ceci, qui est le cœur du problème. « La centralité de la personne humaine nous oblige à toujours faire passer la sécurité personnelle avant la sécurité nationale. » Eh bien, affirmer cela, c'est une absurdité philosophique. C'est un non-sens. Au contraire, c'est le contraire qui est vrai. Le bien commun prime toujours le bien individuel. Et pour le comprendre, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études ou d'avoir lu de grands traités de philosophie. Il vous suffit de vous imaginer dans un quelconque canot de sauvetage lors du naufrage du Titanic. La capacité, il n'y avait que 20 canots de sauvetage. La capacité de ces 20 canots de sauvetage était de 1200 passagers. Or, le navire en transportait 2200. Donc, même dans le meilleur des cas, avec une évacuation faite dans l'ordre, dans le calme, il aurait été impossible de sauver tout le monde. Il y aurait eu 1000 personnes qui n'auraient pas pu avoir leur place dans les canots de sauvetage. Les plus grands canots étaient faits pour transporter 65 personnes. Et voilà, imaginez-vous dans ce canot, vous êtes avec 60 personnes dans ce canot, et arrivent massivement autour de vous des naufragés qui veulent monter dans le canot. Alors on en prend. On en prend un. On en prend combien? Jusqu'où on va s'arrêter? 5? 10? 15? On s'arrêtera jusqu'où? Jusqu'au moment où le bateau va chavirer et tout le monde va périr? Non, évidemment. Non, personne ne le fera parce que tout le monde comprend que la dignité humaine ne nous oblige pas à faire passer la sécurité d'un individu avant la sécurité du groupe. Non, c'est du bon sens. C'est pourquoi eh bien, les occupants d'un canot de sauvetage lors du Titanic eh bien, ont repoussé des nageurs. Ils voulaient, ils les ont repoussés par la force. Ils n'ont pas pu monter. C'est pour la même raison. Donc, assurer le bien commun. Eh bien, qu'un officier sur le pont du Titanic, eh bien, face à la foule qui voulait monter de manière désordonnée dans les canots, ce qui aurait déclenché eh bien, un mouvement de panique, qui aurait donc créé un désordre, qui aurait nui à l'évacuation des autres passagers, eh bien, il a tiré dans la foule et il a tué 2 passagers, 2 hommes, 2 frères en humanité. Et il a bien fait, parce que cela a permis d'en sauver plus. C'est le bien commun qui prime sur le bien individuel. N'en déplaise à François et n'en déplaise à nos gauchistes ou aux mondialistes. Accepter une nouvelle personne dans un canot de sauvetage, eh bien, c'était provoquer la mort de tous les occupants du canot de sauvetage, à long terme. Parce que même s'il ne chavire pas tout de suite, son niveau par rapport à l'eau est dangereux. Et il peut prendre l'eau. Et après, si la mer est un peu plus agitée, tout le monde va y périr.
Donc la sécurité du canot prime toujours celle de la personne humaine prise individuellement. Donc s'il le faut, eh bien, on empêchera le naufragé, les naufragés, de monter dans le canot de sauvetage. S'il faut un coup de rame sur sa tête, on tape sur ses mains. Cela s'est déjà vu. Et cela est normal. Cela se fait sans haine. On laissera son frère en humanité dans l'eau glaciale et donc à une mort prochaine et certaine. Et pas par égoïsme, pas par cruauté, mais par devoir de sa propre survie, de la survie du groupe, qui prime toujours la survie d'un individu. Ça, c'est humain. Ça, c'est moral. Ça, c'est philosophique. C'est pas ce que dit François. En réalité, lors du naufrage du Titanic, eh bien, vu le chaos qui a régné, il n'y a que 712 personnes qui ont pu monter dans les canots de sauvetage. Donc, il y avait encore, globalement, sur les 20 canots, 500 places libres. Et bien, malgré cela, malgré que la plupart des canots en mer avaient encore quelques places, eh bien, seul un canot de sauvetage sur les 20 a fait demi-tour pour essayer d'aller prendre quelques naufragés. Mais remarquez-le bien, il ne l'a fait qu'après avoir transvasé ses 33 passagers dans 3 autres canots, qui étaient un peu vides. Donc là, ça pouvait se faire vertueusement, dans le calme, dans l'ordre. Et puis là, essayer ensuite de revenir. Mais c'était trop tard, l'eau glaciale avait tué. Ils ont repêché 3 ou 7 personnes quand même, et puis 3 sont mortes assez vite. Tous les autres canots, donc, ont renoncé à venir en aide aux naufragés. Et ils n'ont pas péché en cela contre la dignité humaine. Ils ont fait leur devoir. Non, ils ont agi raisonnablement, car il y avait en effet des craintes, il y avait des raisons de craindre que le canot soit chaviré par l'afflux massif et désespéré, sur tout cela, des naufragés. Ou aussi que le canot soit aspiré par l'aspiration du Titanic qui coulait. Mètres cubes et des mètres cubes d'eau qui sont mouvementés. Ou alors la surcharge, il y avait des canots, ils étaient déjà pleins et il n'y avait pas de place. On ne pouvait plus en prendre raisonnablement. Et cela, remarquez-le bien, c'est fait eh bien, alors que tous les canots de sauvetage, tous les survivants entendaient très bien les naufragés crier. Ils étaient à quelques dizaines, quelques centaines de mètres. Donc on entendait les cris. On entendait les cris à l'aide. Mais il ne fallait pas revenir. Ils ne pouvaient pas revenir. Il y a même le canot 6 qui a refusé, alors qu'il y a eu des coups de sifflet, le Titanic est en train de sombrer, et pour qu'il revienne chercher sur le pont, mais il a refusé. Un canot, lui, a accepté l'ordre, a commencé le mouvement, mais voyant la panique sur le pont, voyant le désordre, et sentant un courant d'aspiration, il a fait demi-tour. Donc il voulait bien obéir, mais il a vu que l'ordre n'était pas raisonnable. Donc tous les canots ont décidé de ne pas venir en aide aux naufragés. Eh bien, de même que faire monter un naufragé dans un canot qui est plein à craquer ou qui risque le chavirement, eh bien, pour sauver hypothétiquement un individu, un naufragé, eh bien, faire cela, c'est aussi déraisonnable que de donner des visas à des centaines de milliers de migrants chaque année dans un pays qui craque déjà sous le poids de 5 millions minimum de chômeurs. Donc pour affirmer comme François ose le faire, que la centralité de la personne humaine nous oblige à toujours faire passer la sécurité personnelle avant la sécurité nationale, eh bien oser affirmer cela, pour oser affirmer cela, il faut soit être un idiot, soit être un imposteur. Et bien évidemment, François est loin d'être un idiot. Il est donc nécessairement un imposteur, puisque ça contredit le bon sens de la philosophie, la vraie. Et en effet, François n'est qu'un misérable mondialiste qui travaille, disons-le clairement, pour l'antéchrist, pour l'ennemi. Et il a d'ailleurs nommé à la présidence de la commission, soi-disant catholique, internationale pour les migrants, eh bien un homme qui s'appelle Peter Sutherland. C'est un Irlandais, juif par sa mère, sioniste, ancien élève des jésuites. Et écoutez son CV, il est le président de la Goldman Sachs International, il est membre actif du comité directeur du groupe Bilderberg et enfin de la section Europe de la commission trilatérale. Donc, on ne peut pas faire mieux, dans la maçonnerie et dans le mondialisme. Donc sous le discours culpabilisateur du gentil migrant, dont d'ailleurs la majorité sont des musulmans, qui serait en but à la méchanceté de l'Européen égoïste, François prêche purement
est simplement la doctrine, la doxa mondialiste, qui veut la fin des nations pour asservir le monde. Et donc la fin de l'identité, de l'homogénéité de l'Europe, de l'identité européenne, pour laisser place au grand remplacement, donc au chaos et à la mafia. Il faut remplacer la population blanche, pour la métisser, créer un multiculturalisme qui va détruire l'identité propre de l'Europe, et qui va au final produire un chaos favorable à la mafia, donc avec misère, guerre et au final esclavage de l'Europe comme dans le reste du monde. Certaines personnes disent que l'immigration de masse aux États-Unis peut aider à réduire la pauvreté dans le monde. Est-ce que c'est vrai? Eh bien non. Je vais vous montrer pourquoi. Ce bonbon représente le million d'immigrants légaux que les États-Unis ont accueillis chaque année en moyenne depuis 1990. Voyons qui dans le monde mérite notre compassion humanitaire. La Banque mondiale a un critère d'extrême pauvreté dans le monde. Il faut gagner moins de 2 $ par jour. Combien de gens gagnent moins de 2 $ par jour? Commençons par l'Afrique. Juste en Afrique, il y a 650 millions de personnes qui gagnent moins de 2 $ par jour. 650 millions. Et en Inde, 890 millions de gens extrêmement pauvres en plus. En Chine, 480 millions de personnes en plus qui gagnent moins de 2 $ par jour. Et malheureusement, la Banque mondiale nous dit qu'il y a encore dans le reste de l'Asie 810 millions de gens qui gagnent moins de 2 $ par jour. Et finalement, il y a 105 millions de gens en Amérique latine qui sont extrêmement pauvres. Il y a donc, selon la Banque mondiale, 3 milliards de personnes dans le monde, 3 milliards de personnes qui sont extrêmement pauvres en gagnant moins de 2 $ par jour. Ce sont ces 3000 bonbons. Et chaque année, nous en accueillons 1 million en prétendant que nous aurions fait progresser la situation humanitaire. Évidemment, nos immigrants ne viennent même pas de ces populations extrêmement pauvres. Ces gens sont juste trop pauvres, trop malades, trop loin de tout pour arriver jusqu'ici en tant qu'immigrants. Nos immigrants font partie de la frange la mieux lotie des pauvres de ce monde. Le Mexique représente bien dans nos esprits les immigrants qu'on accueille ici, parce qu'ils sont nombreux à venir du Mexique, et parce que le Mexique est pauvre. Combien de gens dans le monde vivent dans des pays dont le revenu moyen est plus bas que celui du Mexique? La Banque mondiale nous dit que la réponse, c'est ces 3 milliards plus 2,6 milliards de personnes supplémentaires. 5,6 milliards de gens dans le monde vivent dans des pays dont le revenu moyen est inférieur à celui du Mexique. Ça fait 5600 bonbons. Et que nous racontent nos dirigeants? Ils nous racontent que quand nous accueillons ce million d'immigrants, nous luttons d'une manière ou d'une autre contre la pauvreté dans le monde. Et nous devons le faire sans tenir compte des effets sur nos chômeurs, nos travailleurs précaires et tous les gens les plus vulnérables de notre société, sans tenir compte des effets sur nos ressources naturelles. Et même si on suivait les propositions les plus extrêmes de Washington, à savoir de doubler notre immigration à 2 millions par an, ce qui submergerait complètement nos infrastructures physiques, naturelles et sociales, nous ne pourrions pas changer les choses. Et nous pourrions même nuire à ces peuples pauvres dans le monde, parce que le million que nous accueillons, ce sont les personnes parmi les plus énergétiques, souvent les mieux éduquées et certainement les plus insatisfaites. Des personnes qui, si elles n'émigraient pas, pourraient être les moteurs du changement de leur pays et améliorer le destin de leur peuple. Les vrais héros dans la cause humanitaire mondiale, ce sont les gens qui auraient les moyens d'immigrer, mais qui préfèrent rester dans leur pays pour utiliser leurs talents et aider leurs compatriotes. Malheureusement, notre système d'immigration encourage ces héros potentiels à abandonner leurs concitoyens. Mais l'impossibilité d'avoir la moindre influence est en fait pire que ce qu'il ne paraît là. Parce que
L'année passée, lorsqu'on a accueilli 1 million d'immigrants, ces pays ont généré, natalité moins mortalité, 80 millions de personnes pauvres en plus. Et cette année, le Congrès fera venir 1 million d'immigrants légaux. Et cette année, selon les Nations Unies, ces pays devraient gagner encore 80 millions de personnes supplémentaires. Et l'année prochaine, vous pouvez être certain que le Congrès, à moins que les électeurs ne l'en empêchent, fera venir un autre million d'immigrants. Et ces pays, malheureusement, vont encore ajouter 80 millions de gens à leur population déjà pauvre. Nous pouvons en accueillir 5 millions par année, mais on n'enrayera pas ce qui se passe dans ces pays, pas même en 100 ans. Voyez, l'immigration ne pourra jamais être un moyen efficace de s'attaquer à la souffrance des gens dans ce monde. Ils doivent être aidés là où ils vivent. 99,9% de ces gens ne pourront jamais être en mesure d'émigrer dans un pays riche. Ce n'est pas possible. Ils doivent s'épanouir là où ils ont leurs racines. La seule place où 99,9% de ces gens peuvent être aidés est là où ils vivent. Aidons-les là-bas. Une distinction importante qu'il faut faire, ne pas confondre migrants et migrants. Migrant, une personne, et le phénomène de masse des migrants, qui, nous allons le voir, est contrôlé. Donc, pour bien juger du problème de l'immigration, il faut d'abord comprendre que ce phénomène de masse est une arme de guerre aux mains de l'empire de Mammon, qui rêve de réduire le monde en esclavage. Et afin de réaliser cela, les Mammonites, donc les adorateurs, ceux qui ont fait de l'argent leur dieu, les adorateurs de Mammon, eh bien, font tout ce qu'ils peuvent pour détruire la cohésion sociale et nationale des nations. Ce processus, disait Shamir, ce processus est en cours depuis déjà pas mal de temps. Les politiques générales des Mammonites, ayant pour effet de vampiriser les pays du tiers-monde, de ponctionner leurs ressources naturelles et leurs revenus, et de soutenir les gouvernements corrompus et les collaborateurs dont ils sont affligés de détruire de la nature. On pourrait ajouter aussi que dans les autres pays, c'est par l'impôt et l'usure que ce phénomène se fait. Il pose et fait une remarque qui pose la vraie bonne question par rapport à l'immigration de masse que nous connaissons. Je le cite. Personne, ce qui ne s'appelle personne, n'irait abandonner son propre pays avec sa nature unique, son mode de vie, ses amis, ses parents, ses lieux saints, les tombeaux de ses aïeux, pour le plaisir douteux que doit procurer le fait de camper au pied d'une vénérable cathédrale italienne. C'est ce qu'on font beaucoup de migrants, disons, déracinés, puis ils se retrouvent au centre-ville et accouchés par terre. Tous les humains sont nés pour aimer leur terre natale. Pour les habitants des pays d'accueil, la vague d'immigrants représente au mieux une nuisance, au pire un désastre. Ce n'est pas de leur faute. C'est une question de nombre. Que les immigrants y viennent en envahisseurs, en conquérants ou en tant que réfugiés, la société qui doit les inclure reçoit un choc. Et là, c'est la remarque qu'il fait capitale. Un homme dont le jardin a été dévasté par des bisons ne voit pas le chasseur qui fait fuir les troupeaux de bisons devant lui. Et il s'en prend aux animaux innocents qu'il voit. Mais il a tort. C'est le chasseur qui est blâmable. Mais cela ne signifie pas pour autant que les bisons n'ont pas ravagé le jardin. Il en va de même pour l'immigration de masse. Elle est douloureuse pour l'immigré et pour les habitants du pays hôte à égalité. Mais les adorateurs de Mammon n'en souffrent pas, loin de là. Ils aiment l'immigration car elle abaisse le coût du travail. Les Mammonites ont besoin d'immigrer pour leur propre intérêt aussi. Une société cohérente et saine rejette les gens cupides instinctivement, l'avidité étant une tendance socialement destructrice. Dans une société saine, les Mammonites seraient et resteraient à jamais des parias. L'immigration a l'immense avantage de détruire la cohésion de la société hôte. Les Mammonites n'aiment pas vivre dans une société cohérente. Ils la préfèrent délayée et déliquescente.
Cela leur permet de l'avaler cul sec plus facilement. C'est pourquoi les Mammonites sont favorables à l'immigration. Les Mammonites ne comprennent pas ceux qui ont besoin de racines, parce qu'ils sont déracinés eux-mêmes. Ils veulent déraciner donc absolument tout le monde. Donc il ne faut pas confondre le migrant, les migrants individuellement et les migrants, c'est-à-dire le migrant et le phénomène de masse des migrants qui s'inscrit dans un plan mondialiste, lui, et qui fait de ces pauvres hommes déracinés que sont les migrants de simples pions humains aux mains des adorateurs de Mammon. Des pions aux hommes, des pions aux mains des hommes, d'hommes cruels, de la marchandise pour l'enrichissement d'une petite clique grâce à la ruine des économies nationales, de la chair à canon, on pourrait dire d'une certaine manière, pour assurer la conquête du monde aussi. Voilà ce que sont ces pauvres migrants mobiles, instrumentalisés par une gouvernance rabbinique pour l'anéantissement des nations en vue de leur servitude totale. Alors pour comprendre cette idéologie mondialiste, il faut consulter les ouvrages de Pierre Hillard, celui-ci, ou le dernier, l'Atlas du mondialisme. En 1925, dans son livre Idéalisme pratique, Kalergi appuie son projet sur le métissage racial des peuples européens. Il écrit « La race du futur, négroïdo-eurasienne, d'apparence semblable à celle de l'Égypte ancienne, remplacera la multiplicité des peuples par une multiplicité des personnalités. De l'européenne humanité de quantité, qui ne croit qu'aux chiffres, qu'à la masse, se distinguent deux races de qualité, la noblesse de sang et le judaïsme. Dans ces deux races avantagées et hétérogènes réside le noyau de la noblesse européenne du futur. Selon lui, le socialisme, qui a commencé par l'abolition de la noblesse et par le nivellement de l'humanité, culminera dans la production de la noblesse, dans la différenciation de l'humanité entre un peuple métissé et une élite sélectionnée par eugénisme. Bref, ce qu'il faut comprendre avec le phénomène migrant, c'est que la doxa mondialiste, la doctrine mondialiste, est une idéologie internationaliste qui veut notre mort culturelle et notre esclavage économique. Il y a des gens qui travaillent à cela, il faut en avoir conscience. La doctrine mondialiste est une idéologie internationaliste qui travaille, qui veut notre mort culturelle et notre esclavage économique. Or, le nationalisme, qui est l'obstacle du mondialisme, le nationalisme n'est rien d'autre que la défense naturelle d'un droit naturel qui est justement nié par l'idéologie internationaliste. Bref, c'est un combat entre la réalité, le nationalisme, et l'utopie, le mondialisme. Et l'utopie, bien sûr, pour s'imposer, use toujours d'abord de mensonges et ensuite très rapidement de violence. Il n'y a pas le choix. Et là encore, François travaille en plein dans cette doctrine mondialiste. François, pour ses vœux de l'année 2018, déclarait ceci. En observant les migrants et les réfugiés, on découvrira qu'ils n'arrivent pas les mains vides. Ils apportent avec eux un élan de courage, leur capacité, leur énergie, leur aspiration, c'est sans compter les trésors de leur culture d'origine. De la sorte, ils enrichissent la vie des nations qui les accueillent. Je souhaite de tout cœur que cet esprit anime le processus qui, tout au long de l'année 2018, conduira à la définition et à l'approbation par les Nations Unies de 2 pactes mondiaux, l'un pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, et l'autre concernant les réfugiés. Quand François dit cela, il ne prêche pas évidemment la morale catholique, il ne cherche pas non plus le salut des nations, il prêche la morale mondialiste qui prépare une humanité sans identité, sans racines, sans culture, sans attache. Bref, il travaille à la destruction de la réalité, celle des nations, pour œuvrer à la construction d'une utopie, celle du mondialisme mammonite. Alors, il faut prendre conscience que les mammonites et les mondialistes nous imposent une guerre. On n'a pas choisi, nous l'imposent. Et une guerre d'un genre nouveau, en abusant de la cupidité, de la pauvreté, de la misère des migrants, et en se servant d'eux un peu comme dans les guerres des partisans, où on se servait des civils comme d'un bouclier humain.